Voilà. Et je crois que j'ai oublié de me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Sylvie Barnezet et je suis déléguée générale de l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne, donc qui est la structure qui vous a invité à ce petit temps d'échange et qui a travaillé avec plein de partenaires, dont certainement un certain nombre d'entre vous, pendant un an sur le sujet conflit, projet, territoire, concertation, etc. On va être plusieurs. Moi, je vais juste jouer le rôle d'animation et de respect du temps. Et plusieurs personnes vont intervenir dans ce temps-là. Donc, nous aurons déjà Christophe Carlin, qui peut peut-être faire un petit coucou. Donc, Christophe, bonjour, voilà, qui est coprésident de l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne et qui est aussi à SNCF Réseau. Donc, c'est un sujet qu'ils connaissent bien au sein de SNCF Réseau et qui nous parlera à la fois de la façon dont on a élaboré le guide et comment cette question se pose au sein de SNCF Réseau. On aura aussi Catherine Vera d'Urbex. Catherine, fais un petit coucou. Voilà, Catherine. Qui a participé aussi à l'élaboration du guide, hein. Il y a eu plein d'autres personnes, mais on se focalise sur et Christophe et sur Catherine. Catherine est à Nantes Métropole en charge de la participation citoyenne et elle nous expliquera aussi comment ce sujet-là est traité et comment le guide a permis peut-être aussi, en fait, en référence à ce qui est fait à Nantes Métropole, comment tout ça a été travaillé. Voilà. Je donne tout de suite la parole. Alors, j'ai partagé mon écran, j'avais dit que je le ferais, je vais le faire. Alors, tac, je partage mon écran. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Je donne la parole à Christophe Carlin. Euh, Peut-être qu'avant, je devais dire comment devait se dérouler notre webinaire. Donc, je reprends la main, Christophe, excuse-moi. On vous a concocté un petit temps euh, en, en quatre axes. Donc, Christophe va vous expliquer pourquoi et comment nous avons traité le sujet. Ensuite, comme je vous l'ai dit, à la fois Christophe et Catherine vous expliqueront comment en fait ça résonne dans leur structure. Et puis, je n'ai pas présenté Gilles-Laurent Ressac, qui a aussi fait partie du comité de pilotage hein, de ce guide et qui nous présentera ce qu'on trouve dans le guide, comment, voilà, ce qu'il y a. Et puis ensuite, on aura un temps d'échange avec vous toutes et vous tous sur comment vous voyez l'utilisation de ce guide, de ce sujet dans vos structures et comment on peut continuer ensemble à travailler dessus. Alors, pourquoi et comment avons-nous traité le sujet, Christophe? Donc Christophe Carlin, SNCF Réseau, je suis garant CNDP également, hors projet transport, bien évidemment. Alors, ce chantier est né de plusieurs constats et interrogations au départ. Le premier constat, c'est qu'on a, en tant que praticien de la concertation, on a constaté qu'il y avait de plus en plus de conflits sur des projets d'aménagement. Même si depuis les années 2000, la multiplication des ZAD en France s'est faite sur de grands projets, aujourd'hui sur la transition énergétique, sur la ressource en eau, notamment sur les conflits des méga-bassines, et puis surtout sur le terrain, nos praticiens ont constaté que les échanges pouvaient être de plus en plus vifs. Donc, les questions que nous nous sommes posées, c'est, on sait il y a toujours eu des conflits depuis les années 60 sur tous ces grands projets d'aménagement. La CNDP a été créée pour essayer de résoudre ces conflits en amont de l'enquête publique, au moment où un projet pouvait être encore totalement remis en cause. Mais de fait, quels que soient ces espaces de dialogue qui ont été mis en place, on a véritablement constaté que
les conflits augmentaient et en nombre et en intensité. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces conflits de plus en plus vifs et de plus en plus nombreux sont juste le reflet de notre société civile aujourd'hui, ou est-ce que nos espaces de dialogue, finalement, doivent être questionnés, voire remis en question face à l'inefficacité, pardon, de ces espaces de dialogue? Donc, on a commencé à mettre en place une enquête en 2022 au sein de nos adhérents sur ces questions de conflictualité qui étaient grandissantes. Et la première question que l'on a posée, quelle attitude, quelle posture adopter face à ces situations, en sachant qu'on avait parfois même des praticiens de la concertation qui subissaient des violences ou les participants à ces réunions subissaient des violences. Et donc, suite à cette enquête de 2022, on a engagé en 2023 avec un petit groupe ce chantier pour essayer de mieux comprendre les déterminants de ces conflits. La première chose que l'on a faite, c'est d'interroger des chercheurs sur ce sujet. Donc, on a travaillé avec Sophie Vanish, qui est une historienne. On a travaillé avec Patrice Mollet, qui est géographe, et Philippe Subra, qui est un spécialiste des conflits d'aménagement du territoire. Ensuite, on a interrogé, pour avoir des retours d'expérience, on a interrogé certains praticiens, notamment les praticiens qui travaillent sur les parcs éoliens, sur la médiation et sur la gestion des conflits urbains. En parallèle, nous avons mis en place un travail bibliographique. On a travaillé également avec Nantes Métropole qui a mené des ateliers en interne. Et enfin, on a réussi collectivement à construire ces préconisations que vous trouvez dans ce document. Voilà ce que l'on peut dire sur pourquoi et comment avons-nous traité ce sujet. Merci Christophe. Louise en a profité pour vous remettre le lien vers le guide le chat. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, dans le courant des présentations, poser des questions qu'on ramassera à la fin et qu'on pourra partager. N'hésitez pas à le faire si vous avez besoin de noter des questions dans le courant de, des présentations. Du coup, ce que je propose là maintenant, c'est de passer à notre deuxième temps. Euh, donc, parmi les contributeurs et contributrices de tout ce chantier, je rappelle qu'un chantier de l'ICPC, c'est 1 an, 2 ans, comme l'a indiqué Christophe, où le conseil d'administration se fait l'écho en fait d'un sujet qui arrive à un moment donné, et ensuite on a un appel à contribution et ça se construit au fil de l'eau avec tous les partenaires. Les adhérents, les partenaires qui souhaitent travailler avec nous et on va aller chercher des ressources aussi, soit au sein du réseau, soit en externe pour construire un état de lieu et des préconisations. Et c'est comme ça que se construisent les chantiers de l'ICPC. Et donc ce document, ce guide est un chantier de l'ICPC. Donc il y a la coélaboration du chantier, il y a la production du document, du guide, et puis ensuite il y a des temps comme aujourd'hui de partage et on verra ensuite comment d'autres temps de partage pourront continuer à être faits pour continuer à enrichir, à s'enrichir sur des sujets qui ne sont pas clôturés à un moment donné, hein. On fait juste un travail parmi d'autres. Voilà. Donc, parmi les contributrices et les contributeurs, on a eu une contributrice très importante, à la fois en tant Catherine, personnellement, parce que quand on est contributeur, on s'engage individuellement fortement dans le travail, mais il y a aussi Nantes Métropole derrière hein, qui s'est engagée et l'équipe participation citoyenne de la métropole nantaise avec qui, en fait, finalement, le travail de l'ICPC, ça a été un miroir pour vous parce que vous étiez aussi en train de travailler là-dessus. C'était un sujet qui émergeait très fortement chez vous.
et que vous aviez aussi besoin de travailler. Donc peut-être tu peux nous dire comment ça s'est rencontré en fait entre votre travail sur le terrain, comment cette question émergeait et vous deviez la traiter, vous, l'équipe participation, parce qu'elle se posait à vous et comment on s'est rencontrés là-dessus. Merci Sylvie. Donc moi je suis Catherine Verradurbex, je suis à la direction démocratie et stratégie et je suis en charge d'animer le marqueur dialogue citoyen au sein de la collectivité. Et comme tu le disais Sylvie, c'est vrai que pour nous la démarche qui s'engageait sur ce chantier du conflit, ça a été pour nous à la fois un miroir et puis une source d'enrichissement aussi réciproque, puisque on a conduit aussi on va dire un travail interne, collectif aussi sur la question du conflit et donc sous l'impulsion aussi de votre chantier. Donc nous, quand on a abordé ce sujet, on l'a fait sous ce qu'on appelle un format de table ouverte, donc qui s'inscrit chez nous plutôt dans l'idée de soutenir la montée en compétences des agents autour du dialogue citoyen. On peut avoir des tables ouvertes, comme on peut avoir aussi de la formation vraiment dédiée au dialogue. Et on s'est dit que c'était ce format-là était assez comment dire idéal parce que c'est un espace d'échange de pratiques, de partage d'expériences et aussi dans une idée de co-développement. Et on s'est dit que c'était la question du conflit était aussi une opportunité à traiter parce que c'est vrai elle est peu traitée dans l'action publique du point de vue des pratiques démocratiques, plus souvent sous l'angle relations usagers ou alors sous l'angle d'un point de vue managérial ou encore dans les relations interpersonnelles. Donc là, pour nous, c'était comment dire oui, une véritable opportunité aussi de le traiter de ce point de vue-là, puisque ben, nos services aussi accompagnent les directions dans leurs projets. Donc, j'allais dire, les chargés de mission qui sont aussi au sein de cette direction sont en copilotage avec les chefs de projet qui vivent eux aussi pleinement les démarches et qui vivent aussi pleinement les conflits. Donc, pour préparer ce travail-là, on avait quand même ciblé des chefs de projet qui connaissaient quelques problématiques dont on savait voilà, qu'il y avait des problématiques de conflit ou de conflictualité sur des projets, plutôt projets en partie urbains, mais pas que. On a convié aussi nos collègues de praticiens du dialogue au sein de la collectivité, nos collègues référents des communes qui sont sur les questions de dialogue citoyen et de participation. Et puis, on a essayé j'allais dire, de l'élargir aussi à certaines SEM d'aménagement comme Nantes Métropole Aménagement ou encore des bailleurs. Voilà, vraiment pour avoir une diversité de profils et puis d'expériences. Donc, en fait, ça s'est déroulé en deux temps. Le premier temps, on a plutôt eu l'idée, c'était de faire un état des lieux, des vécus, des situations qu'avaient pu vivre ces chefs de projet ou des chargés de mission de dialogue citoyen, en se disant, ils ont pu les vivre, mais aussi on s'était dit, ce serait intéressant d'avoir aussi le témoignage de ceux qui ont pu en être témoins. Donc, ça permettait aussi d'avoir ces deux regards. Le deuxième temps, qui a été un peu plus tard, on a été une quinzaine de participants à chaque fois sur les deux séances. Le deuxième temps, il a été plutôt dédié c'est là où toute la ressource de l'ICPC a été très précieuse parce que on a rebalayé, resynthétisé comment dire, la matière des différents webinaires qu'on invitait aussi à nos collègues, on a relayé pour leur dire suivez les webinaires qui sont proposés par l'ICPC sur le conflit parce que ça va vous nourrir. Et cette deuxième séance, elle a été donc consacrée à se redonner les repères sur quand on parle de conflit, qu'est-ce que c'est, et on a pu travailler de manière, j'allais dire, plus opérationnelle sur des préconisations. Voilà, qu'est-ce que eux
déjà à partir de ce qu'on s'était dit dans la première séance, qu'est-ce qu'on peut préconiser comme préconisation sur la question du conflit. Alors, avant la démarche, pendant la démarche et après la démarche, ça, c'était un peu le guide qui nous a aiguillés pendant ces séances. Et je dirais que les enseignements qu'on a eus, enfin, qu'on peut retirer, c'est déjà, c'était précieux et c'était, j'allais dire pas une première, mais quasi de pouvoir partager ensemble avec des chefs de projet, des diversités de profils sur un vécu où c'est pas toujours évident d'en faire part, d'en parler. Il y a quand même des fois une charge émotionnelle qui était là et on s'est dit que c'était quand même euh, pas toujours, comment dire, euh, ça peut être parfois minoré ou insuffisamment traité ou sous-estimé cette part-là. Donc ça, c'était plutôt un premier enseignement. Après, comme on l'a rappelé, hein, mais il y a aussi une diversité de situations qui sont d'intensité variable. Hein. Ça va pour certains, bon, de la tension dans une réunion, mais ça peut monter plus haut, jusqu'à des insultes, voire des formes d'interpellation personnelle quand vraiment le projet est très, très incarné. Et puis, on a eu des sujets, voilà, on a essayé de regarder aussi quelle était la nature des sujets, là où le conflit était peut-être plus prégnant. Bon, on retrouvait hein, des sujets autour de l'environnement, questions patrimoniales, voire aussi du quotidien. Bon, ça peut être, je sais pas, la question de la restauration scolaire, comme l'installation d'un skatepark ou la question du traitement des déchets avec une déchetterie. Voilà. Donc, en gros, j'allais dire, quand on a refait ce travail, c'était aussi de se redire que quand les séances sont bien préparées, quand il y a vraiment les conditions d'un dialogue de qualité, c'est déjà des bases et c'est ça aussi qui est important de retracer. Et de se redire aussi, mais juste en donnant quelques exemples, hein, que c'est important de débriefer, c'est important aussi d'avoir une responsabilité collective quand le conflit est là, qu'il y a aussi l'appui et l'autorégulation d'un groupe. Et puis, on s'est quand même redit que dans certains cas, c'est important voilà, qu'on pouvait porter une main courante ou porter plainte quand ça dépassait, voilà, quand on était sur des menaces plus conséquentes. De ce travail-là, on en a tiré quand même un livrable, en interne. Je trouve qu'il s'articule plutôt bien avec le guide de l'ICPC qui je trouve, voilà, il y a des croisements. Je trouve que le guide de l'ICPC, il est riche aussi dans la mesure où on retrouve aussi des grandes figures de la maîtrise d'œuvre, de la maîtrise d'usage et des animateurs de la concertation. Voilà, nous, comment on essaye de faire vivre les choses en interne, là, après ce travail-là, ben, nous, notre travail plus interne, donc qui était, on a fait une publication qui a été délivrée aux directeurs et aux directrices. Ça fait une centaine voilà, de personnes qui ont pu, de directeurs ou directrices qui ont pu la voir. On l'a mis en dispo sur notre site interne, comme celui de l'ICPC aussi, pour être une ressource et une ressource aussi pour les agents. On a on a comment dire, dans la formation au dialogue, on a un module où il y a un zoom sur la question des conflits. Donc c'est là aussi où on peut en reparler, c'est là aussi où on redonne la possibilité d'aller puiser aussi sur la ressource que constitue le guide. Et puis, on a été amené, tout récemment, par exemple, la direction de l'habitat et de l'urbanisme nous a demandé si on pouvait, la manière dont on avait un peu traité la table ouverte ou le diagnostic, si on pouvait le retravailler avec certains de leurs chefs de projet aussi qui sont en front line sur les questions de projet. Donc voilà, le kit qu'on avait proposé de méthodo et qui est sur le site de l'ICPT, voilà, ça permet de le réutiliser et de retravailler ces questions-là. Et je terminerai peut-être juste sur un point.
c'est que dernièrement aussi, moi je reçois, enfin j'ai reçu un appel d'un agent enfin au sein de voilà de la collectivité d'un service qui me disait bon ben voilà on est de plus en plus, comme le disait Christophe, confronté à la question des conflits. On a des agents, ils ont la boule au ventre, ils veulent plus y retourner. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est quand même quelque chose qui préoccupe et qui est oui qui mérite aussi beaucoup de d'attention. Voilà, j'ai essayé de retracer un peu nos démarches qui ont été en articulation en parallèle et voilà, une source d'enrichissement aussi réciproque qui a été très fructueux pour nous. Donc, merci aussi au groupe et à l'ICPC de nous avoir permis de l'explorer ici en interne. Merci beaucoup, Catherine. On le voit, cette question du conflit fait rentrer l'externe dans l'interne. Et effectivement, et c'est tout à fait intéressant la façon dont, alors là, une structure, une métropole, s'est saisie de cette question-là pour finalement peut-être retravailler ce que c'est qu'une démarche de concertation et de participation citoyenne en intégrant la question du conflit. Mais on le voit aussi, on le verra aussi dans le guide, finalement, on, on- on préconise des choses qui peuvent être parfois assez simples, qui sont de l'ordre du bon sens. Quand c'est une démarche structurée, cadrée, où on se pose des questions, alors ça n'enlève pas le conflit, mais c'est plutôt la question de comment on gère et individuellement et collectivement le conflit. Et j'aurais peut-être une dernière question à te poser, Catherine. Est-ce que du coup, vous avez vu des évolutions en fait dans la gestion collective de ça chez vous? Enfin, est-ce que du coup, il y a des choses qui ont été mises en place? Est-ce que du coup, il y a un suivi un peu plus poussé de l'accueil du conflit? Alors, nous, enfin, c'est difficile parce que c'est juste, c'est frais, quoi. Mais après, nous, la manière dont on peut le suivre, c'est vraiment, j'allais dire, via la formation qu'on propose au dialogue citoyen. Il y a différents modules, mais il y a vraiment un temps qui est dédié à la question de la gestion du conflit. Voilà, mais encore une fois, c'est un zoom, hein, donc là, on s'interrogeait plutôt sur le fait de vraiment prendre peut-être un temps, une formation spécifique et de dédier euh, ça à la question du conflit. Après, nous, là où on est, c'est de pouvoir proposer de l'outillage, de la ressource. Euh, C'était une première étape. Mais on s'interroge aussi quand on a des retours, comme par exemple quelqu'un qui peut appeler en disant bon, on ne sait plus trop quoi faire, ou on a besoin en tout cas d'être accompagné là-dedans. Mm. Pour l'instant, vous avez fait toute cette démarche en interne avec les ressources de l'ICPC. Vous n'avez pas été accompagné Mais par... on l'a fait fait, nous, on a été, comment dire, euh, on l'a mené en interne. Là, je parle vraiment d'un point de vue pratique démocratique, enfin, une pratique de dialogue citoyen. Donc là, on l'a vraiment mené en interne. C'est nous qui l'avons, voilà, impulsé aussi, et vraiment avec l'appui de ce que vous proposiez, de pouvoir se nourrir, nous-mêmes faire voilà, des recommandations, mais qu'on retrouve aussi dans le guide. Donc euh, là, elle émanait de cet échange et de ce chantier aussi dans lequel on n'était pas partenaire aussi. Mm. Merci Catherine. Si vous avez des questions, Merci. gardez-les un petit peu sous le coude et puis on pourra échanger après parce que du coup, je vais passer la parole à Christophe qui a déjà parlé sur un peu comment on a élaboré ce guide. Mais là, en rentrant dans SNCF Réseau, donc comment cette question est posée, comment vous la traitez, comment en fait, là aussi, la formation, l'accompagnement en fait, hein, peut-être individuel et collectif. Au sein de SNCF Réseau, comment tout ça se passe en fait. Et peut-être à quel type de conflit vous avez affaire, peut-être que déjà poser cette question-là, ou qu'est-ce que vous repérez comme étant des conflits. Christophe, il faut que tu allumes ton micro si tu veux parler. Merci, merci Sylvie. Euh, alors,
même si on n'a pas de conflit aussi violent que sur l'éolien ou les méga-bassines que j'évoquais tout à l'heure, on a connu des conflits, on en a encore, et en particulier sur les sections de lignes nouvelles. Mais d'abord, pour que vous puissiez comprendre quel type de conflit et quels sont nos enjeux, je voudrais juste vous rappeler qui on est. Tout le monde ne connaît pas forcément cette entreprise parce que la SNCF, c'est un ensemble très vaste. Donc, notre travail, c'est tout d'abord d'entretenir le réseau sur 28 000 kilomètres qui traversent la France. 15 000 trains circulent par jour. Donc, le premier job de l'entreprise, c'est d'assurer cette circulation au quotidien. Ensuite, c'est d'entretenir le réseau, ce qui implique donc euh, des opérations de ce qu'on appelle le renouvellement de ballast, etc., etc., où là, les marges de manœuvre en matière de concertation sont extrêmement faibles. On a juste à se préoccuper des nuisances éventuelles d'un chantier nocturne, mais on n'a aucune marge de manœuvre, donc on parlera plutôt d'information ou de dialogue territorial. On peut aussi être amené à moderniser le réseau, c'est-à-dire qu'on va améliorer les performances de ce réseau d'un point de vue de ses caractéristiques. Et là, on peut avoir des chantiers qui impliquent de la concertation, qu'elle soit réglementaire ou volontaire. Et puis ensuite, on est amené à créer des lignes nouvelles qui, là, par contre, sont une autre affaire il faut traverser un territoire avec tout ce que ça comporte comme nuisance et comme insertion territoriale du projet. Euh, On est un des premiers clients de la CNDP puisqu'on a 17 débats publics à notre actif, on a de très nombreuses concertations réglementaires, code de l'urbanisme ou code de l'environnement, et on a aussi bien évidemment des concertations volontaires quand on juge qu'il est nécessaire d'avoir une concertation volontaire. Une fois que je vous ai dit ça, on a deux particularités. On est dans un monde d'ingénieurs, dans une grande entreprise publique un petit peu comme EDF, qui a façonné le territoire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, voire même avant. Et dans ce monde d'ingénieurs, le premier job de notre métier, c'est de leur faire comprendre qu'on ne peut plus travailler comme il y a 50 ans et qu'on ne peut plus traverser la France sans se préoccuper du territoire. Autrement dit, quelle que soit notre activité, il faut absolument pouvoir dialoguer avec ce qu'on appelle l'extérieur des clôtures. Et on a une autre particularité aussi, c'est que nous sommes une entreprise publique qui avons une tutelle, c'est-à-dire l'État, et en l'occurrence le ministère des Transports, voire Bercy. Euh, et surtout, nos projets, on ne les finance pas. Donc, on a une gouvernance très particulière avec des comités de pilotage et avec des cofinanceurs qui sont en général les régions et un certain nombre de collectivités locales concernées. Euh, je vous parle de la tutelle et de la gouvernance parce que ça induit une conséquence très, très forte, c'est que on ne peut pas aller en concertation sans avoir euh, aligné les planètes sur le plan politique avant d'aller en concertation publique. La seconde chose, c'est que ce temps long, un projet de modernisation, c'est 10 ans, une ligne ferroviaire nouvelle, c'est 25 ans d'études. Et donc, ce temps long est en contradiction avec le temps du politique, qui est en général de 5 ans, et le temps du citoyen qui est ici maintenant. Ce qui fait qu'on est soumis à un certain nombre d'injonctions contradictoires que l'on doit résoudre. Je vous prends un exemple très simple. Tout le monde est pour le report modal, mettre des camions sur les voies navigables ou sur le chemin de fer. Mais quand vous mettez en œuvre un projet de fret qui traverse un territoire, ce projet de fret n'apporte que des nuisances pour les riverains. Ça n'est que du bruit la nuit avec des trains qui sont très lourds, très bruyants. Et donc, le report modal rencontre beaucoup de difficultés au niveau des territoires. La deuxième injonction contradictoire, c'est que on est un maître d'ouvrage qui est censé être le bras armé de l'État pour faire du ferroviaire, mais en fait, dès qu'on met en place des processus de participation, on nous demande de faire de l'aménagement du territoire. Et ça n'est pas notre rôle de faire de l'aménagement du territoire. Donc, nos enjeux, c'est comment gérer ce temps long et, euh, et comment faire en sorte pour que nos projets puissent avancer. La première chose que l'on fait, c'est qu'on met en place des formations pour nos ingénieurs, pour nos directeurs de projet. Euh, un ingénieur, il a un double mantra, c'est le respect du calendrier et le respect du planning. Quand il travaille pendant 10 ans sur un projet, de façon extrêmement rationnelle, objective, avec des analyses multicritères,
Quand il sort de son bureau pour rencontrer le territoire, il pense bien évidemment que son projet est le meilleur. Et donc tout notre travail, c'est d'arriver à le convaincre que si ce projet n'est pas partagé par le territoire, s'il ne s'intègre pas correctement dans un territoire, et je ne parle pas d'acceptabilité du projet, je parle d'intégration du territoire, dans le territoire, son projet, il ne passera pas tout simplement. Aujourd'hui, qui plus est à l'ère des réseaux sociaux, euh, euh, si des riverains ou si des élus locaux s'opposent à un projet, le projet ne voit pas le jour. Donc on a mis en place toutes sortes de formations. On est une petite équipe au siège, on a des relais dans les régions et on essaye de former ces ingénieurs pour qu'ils ouvrent leur chakra et puis pour qu'ils puissent aller présenter leurs projets et discuter avec la population sur ces projets. Euh, on a mis en place une méthode aussi qui est assez classique en matière de participation. C'est d'abord comprendre le territoire, ce qu'on appelle une étude de contexte territorial. Une fois qu'on a ça, on met en place une stratégie, des dispositifs, et surtout, moi j'insiste beaucoup en interne sur ce qu'on appelle la reddition des comptes. C'est-à-dire que il est absolument vital que dans le bilan d'une concertation que l'on a faite, euh, il faut absolument que le maître d'ouvrage en tire des enseignements. Sinon, ça, c'est considéré comme une consultation du greenwashing et la parole du maître d'ouvrage, qui plus est aujourd'hui dans le contexte où il y a une remise en cause de l'acceptabilité du politique, il faut absolument que dans les enseignements que l'on tire, on puisse démontrer que la parole du citoyen a véritablement été prise en compte. Ça ne veut pas dire qu'on peut répondre à tout. Mais ce qui est important, c'est que quand on va en concertation, on pose le cadre. Qu'est-ce qui est négociable et qu'est-ce qui ne l'est pas? De façon à ce que ensuite les échanges puissent se formaliser de façon apaisée, en sachant ce qu'on peut remettre en cause ou non. Euh, je terminerai par un point important qui est la Commission nationale du débat public, donc avec qui on travaille beaucoup. Cette CNDP est un effet de levier pour nous. Euh, Elle nous permet, avec une commission particulière lors d'un débat public ou avec un garant lors d'une concertation préalable, elle nous permet de faire comprendre en interne la nécessité non seulement de respecter et d'écouter le citoyen, mais véritablement de pouvoir avancer sur ces projets et de faire au mieux en termes de participation du public. Et je terminerai sur une anecdote. La participation, la consultation ou la concertation plus précisément, ça nous permet aussi de tuer des grands projets inutiles. Ça, vous le répéterez pas, mais on peut être aussi soumis à des demandes politiques sur des projets qui, en termes de socio-économique, n'ont aucun intérêt. Et la concertation permet, par une information transparente, objective, on met tout sur la table. Et si la tutelle ou des politiques en région n'ont pas dit tout à fait ce qu'il en était sur la réalité d'un projet, bah, la concertation met une lumière sur ce projet et toutes ces faiblesses apparaissent au grand jour. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet, Sylvie. Merci beaucoup. Donc on le voit, travailler sur cette question de conflit euh, permet de se poser la question, c'est quoi la participation derrière en fait, effectivement. Et on le voit, comme tu viens de le dire, Christophe, remettre en cause un projet, voilà, il faut le mettre au milieu de la table et c'est parfois, le conflit rentre parfois par le fait que ces questions-là ne sont pas posées, ne sont pas mises sur la table. Voilà, c'est une des premières choses. La deuxième chose que j'ai notée, c'est euh, dans le fil de ce que disait Catherine, c'est l'externe et l'interne, c'est-à-dire que c'est de la Mm. formation aussi en interne, comment on distille cette question du collaboratif, de la reconnaissance des expressions des uns et des autres, par de la formation pour pouvoir aller vers l'extérieur et que c'est pas inné d'aller vers des citoyens, etc. et que tout ça passe par de l'accompagnement méthodologique, mais pas que. De- euh, et j'ai noté aussi l'alignement des planètes, hein. C'est vrai que moi j'ai vu parfois
des concertations où on y allait, allez, hop là, on y va sans échange en amont sur qu'est-ce qu'on dit, pourquoi, jusqu'où on va, jusqu'où on est prêt à ce que le projet puisse évoluer ou être mis en cause, etc. Et que la concertation servait de, de débat entre les élus finalement. Et donc ça, effectivement, le conflit émerge fortement. Et puis, bien sûr, la question de la reddition des comptes, qui est un des éléments essentiels, mais pas toujours utilisé. Voilà, juste quelques petits éléments qui sont finalement des éléments de la participation citoyenne aujourd'hui. Euh, mais encore faut-il se le dire. Avant de vous donner la parole à toutes et à tous, et promis, on va le faire, je donne le bâton de parole à Gilles Laurent, RSA, qui a fait partie du comité de pilotage et qui va vous guider un peu à travers le document qui fait, je ne sais plus, une quarantaine, une cinquantaine de pages, je ne sais plus exactement. On ne va pas vous demander forcément de le lire en long, en large, en travers, et peut-être que Gilles Laurent peut nous dire ce qu'on va trouver dedans, qu'est-ce que vous pouvez y piocher. Oui, merci Sylvie, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais être très rapide parce que d'autant que Christophe et d'une certaine façon Catherine aussi ont déjà dévoilé un certain nombre des préconisations. Juste peut-être quelques notations rapides sur les questions que nous nous sommes posées et qui finalement ont présidé à la mise au point de ce document. D'abord, dans une première partie, on a essayé de regarder les relations entre conflit et concertation. C'est des relations qui sont étroites, fréquentes, même si heureusement il y a des processus de concertation, de dialogue qui se passent bien. Mais en même temps, si on a besoin du dialogue, c'est parce qu'il y a des conflits au moins potentiels et qu'il est important de savoir comment ces choses-là s'articulent. Première chose qu'on a constatée, c'est que la définition du conflit est difficile dans la mesure où les conflits sont multiformes, traduisent des différences qui sont aussi bien des différences d'intérêt que des différences de valeur, et ça ne renvoie pas aux mêmes formes de conflit, qu'ils peuvent prendre des formes très variées qui vont du simple désaccord jusqu'à la violence verbale, voire physique. On voit, et on le constate avec notamment la démission de nombreux maires actuellement, on constate que la très très grande majorité d'entre eux font état d'une plus forte agressivité dans les relations interpersonnelles, mais aussi dans les réunions publiques qu'ils peuvent organiser ou ce genre de choses. Enfin bref, le conflit est multiforme, se trouve dans tout projet, potentiellement dans tout projet, et donc est au cœur des pratiques de concertation que l'on retrouve sur les territoires. Et d'une certaine façon, si la démocratie, c'est l'expression non violente des désaccords en vue d'une recherche de règles communes, le conflit qui est inhérent à la démocratie, sachant que celle-ci a pour fonction de s'en nourrir et de le transformer en un dessein collectif, ce qui est aussi très largement au cœur du projet de participation citoyenne. Enfin, le document s'interroge aussi pour savoir si la société est de plus en plus conflictuelle et violente. Alors, plus en plus violente, la réalité des enquêtes montre que, en fait, non, la société n'est pas de plus en plus violente. Il y a de moins en moins de meurtres, d'assassinats, etc., de moins en moins d'agressions physiques. En revanche, il y a de plus en plus de conflits du quotidien, de violences euh, qui sont des violences de faible intensité, voire qui s'expriment sous la forme d'incivilité, mais qui sont plus nombreuses. Et surtout, les propos tenus dans les débats publics sont visiblement de plus en plus virulents, et ça rentre évidemment très largement dans les questions qu'on a à traiter en tant que praticien de la concertation et de la participation citoyenne.
On a regardé ensuite ce qui se passe à l'échelle des territoires et pour constater que finalement, là, pour le coup, il y a davantage de conflits, vraisemblablement parce que il y a davantage de raisons de mécontenter davantage de monde et que cela s'exprime par des radicalisations du discours, avec notamment des changements attendus, nécessaires, qui eux-mêmes peuvent entraîner des conflits. Je pense en particulier à tout ce qui concerne la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité, etc., etc. On voit bien que ce sont des changements à minima d'attitude et souvent de stratégie, voire de paradigme, qui font qu'on se retrouve dans des situations conflictuelles, notamment parce que ces changements peuvent avoir des impacts sociaux tout à fait importants. Et en même temps, on voit bien qu'il y a un affaiblissement des espaces et des canaux de dialogue, qu'il y a des discours ou des attitudes contradictoires des pouvoirs publics, à la fois au niveau local, mais aussi au niveau national, avec souvent d'ailleurs un impact local, qu'on a une montée en puissance de conflits de valeurs qui expriment des visions du monde divergentes. Il y a beaucoup plus de divergences dans les visions du futur aujourd'hui qu'il y a 40 ou 50 ans. Et tout ça conduit à donner aux conflits locaux des dimensions qui souvent les dépassent, d'ailleurs, dépassent leur périmètre d'influence, sans compter qu'en outre, des pratiques de refus de dialogue, de refus de négociation, de refus de rencontres même, trouvent un certain succès dans de nombreux cas et encouragent à alimenter les conflits et à refuser le dialogue qui évidemment est au cœur de nos pratiques de praticiens de la concertation. Euh, Troisième, une fois qu'on a analysé ce qu'est le conflit, les relations entre le conflit et la concertation et comment ça se passe sur les territoires, troisième partie de ce document, et ça va être ma conclusion, je ne vais pas détailler les préconisations que nous avons faites, peut-être juste insister sur deux points particulièrement. La première, c'est que notre préoccupation majeure a été de faire en sorte que ce document permette non seulement de faire face au conflit et de trouver peut-être des solutions dans les méthodes, les attitudes, les pratiques face aux conflits qui se génèrent par l'existence même des projets qui sont mis en discussion, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, notre préoccupation, c'était aussi d'éviter que la mise en place d'un processus de dialogue ou de concertation ne génère pas lui-même des conflits, soit par négligence, soit par inadvertance. On a vu souvent des conflits émerger d'un processus de concertation, moins à cause du projet qu'à cause de la mauvaise conduite, d'une certaine façon, du processus de dialogue. Et ça me renvoie au deuxième point sur lequel je souhaitais insister, qui, au-delà des préconisations que nous avons énoncées dans ce document sur tout ce qu'il convient de faire avant, pendant et après le processus de dialogue, et pour ceux qui ont une connaissance un tant soit peu livresque et théorique de ces questions, vous retrouverez des choses qui ne sont pas des scoops, qui sont simplement du bon sens dans l'organisation des processus de dialogue. Mais il y a un point sur lequel on a insisté, c'est la question des attitudes. Attitudes en particulier de ceux qui prennent la responsabilité de mettre en œuvre, d'organiser, d'animer des processus de dialogue. Leur attitude a un rôle tout à fait important dans la gestion du conflit et peut avoir aussi malheureusement un rôle dans la génération de conflits quand ces attitudes ne sont pas adéquates, d'où des recommandations comme être attentif aux résultats de la concertation, à leur valorisation, être attentif à ne pas euh, faire de fausses promesses au démarrage de la concertation, etc., etc. Mais je vous laisserai découvrir le détail des préconisations par vous-même dans le document. Et puis enfin, dernière partie dont je ne vais faire que citer l'existence, c'est une bibliographie qui assez fournie, qui a été mise au point dans le cadre de ce chantier. Christophe le disait au démarrage et qui vous permettra d'approfondir encore un peu plus, si nécessaire, vos réflexions, vos lectures et vos découvertes dans le sujet.
Merci Gilles Laurent, merci beaucoup. Donc, j'espère que ça aura donné envie à celles et ceux qui ne l'auraient pas ouvert, découvert, de le lire, de le regarder et de regarder en quoi, en fait, effectivement, ça fait très certainement résonance par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous menez dans vos démarches ou dans les différents processus participatifs dans lesquels vous êtes. Euh, et juste un élément, Gilles Laurent, il me semble que aussi la concertation peut être un révélateur aussi de conflits sous-jacents. C'est-à-dire que ça peut être à cette occasion-là, même si la concertation peut être bien menée, ça peut être aussi le moment où effectivement il y a des conflits qui sont sous-jacents et qui ne se disent Tout, pas, tout qui à peuvent fait. remonter à ce moment-là, parce qu'effectivement, on ouvre un espace d'expression et de mise en débat qui peut exploser à ce moment-là. Donc, ça peut être tout à fait à ce moment-là, même si le, le- le- le cadre de l'espace de dialogue est bien posé, Mm. ça Tout peut à fait. écouter à ce Tout moment-là. à fait, mais soyons prudents dans l'expression. C'est pas parce qu'on ouvre le dialogue qu'il y a du conflit, c'est parce Non, que c'est parce que le projet, l'information sur le projet avant la concertation n'était vraisemblablement pas complète. C'est plutôt dans ces cas-là qu'on voit apparaître des conflits dans les processus de dialogue. tout à fait. Et du coup, je fais juste le lien avec la question de l'information, effectivement, et le dossier de démocratie vient de sortir sur la question de la place d'une bonne information, comment les citoyens peuvent aller chercher une information pour pouvoir donner leur point de vue, qui est un des éléments essentiels, effectivement. On avait envie de vous poser des questions, du coup. Nous, on a terminé un peu notre présentation, notre partie, le partage finalement du travail qui a été fait. Et là, maintenant, euh, voilà, les questions qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce que vous avez déjà utilisé, vous êtes plongé dans ce guide? Est-ce que, effectivement, en quoi ça fait résonance chez vous? Est-ce que vous pensez l'utiliser, comment voilà, ce guide ou les éléments autour de ce guide. Hein, l'idée n'est pas de se focaliser uniquement sur un objet. Est-ce que ça vous paraît intéressant de vous saisir de ce guide pour justement échanger autour du conflit? On voit que en interne, souvent, il y a une nécessité de travailler au sein des structures, dans votre organisation, pour parler de votre situation de conflit, ou de construire des espaces interstructures, associations ou collectivités, etc., des espaces de co-développement pour échanger là-dessus. Voilà, on est à votre disposition pour échanger, pour voir comment continuer à travailler là-dessus. Euh, Est-ce qu'il y a déjà des questions pour ce partage? Une question. Alors, il y a, oui, Iris Degnaud qui a une question. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour ces interventions. C'était très intéressant et je rejoins l'ensemble des éléments que vous avez partagés sur la nécessité du contexte dans... et l'importance de la qualité de la démarche de concertation qui est mise en place, de la transparence, du cadre, etc., pour s'assurer d'un espace déjà de ne pas générer nous-mêmes des conflits, des conflits. Je me demandais si dans l'état de l'art que vous aviez fait, vous aviez trouvé, j'ai l'impression, j'ai parcouru brièvement le guide et j'ai pas identifié de focus sur la question des valeurs justement. Par exemple, moi, dans ma pratique, donc je suis consultante en concertation, il m'arrive d'être confrontée à des situations de racisme ordinaire ou de mépris de classe, par exemple. Et on est en dehors du cadre de la loi, mais on est sur des terrains qui sont glissants. Et je trouve que c'est pas évident de savoir comment se positionner, d'autant que notre rôle animateur ou d'une démarche de concertation ou animateur d'une réunion est de rester dans une certaine neutralité et de pas forcément émettre de jugement sur les avis qui sont exprimés. Donc j'aurais voulu savoir si déjà dans le guide ça y était, comme je l'ai pas lu dans l'ensemble, mais en le parcourant j'ai pas eu l'impression que c'était dans ce détail-là. Et si c'était pas le cas, est-ce que vous aviez des retours d'expérience là-dessus à partager, s'il vous plaît? Merci beaucoup.
merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de réagir par rapport qui auraient des éléments de réponse par rapport à la question d'Iris? Peut-être dire que Vas-y, Gilles. effectivement, c'est pas traité spécifiquement dans le guide. Maintenant que vous le dites, c'est peut-être un manque. D'autant que c'est des situations, pour le coup, qui elles, sont en augmentation. Hein, si on compare, moi, je suis un vieux monsieur, donc ça fait très longtemps que je fais ça, et là, on rencontre on voit des choses aujourd'hui qu'on ne voyait pas il y a quelques années. Euh, Après, ce que vous avez cité, notamment sur le racisme et le mépris de classe, pour moi, c'est moins un problème de gestion de conflit qu'un problème de gestion des attitudes et pratiquement de la bienséance dans un moment de discussion, une réunion, un atelier, que sais-je. Je pense que là, la question de l'animateur, de la neutralité de l'animateur se pose pas. Enfin, moi, en tout cas, dans ma pratique, quand j'entends ce genre de truc, j'arrête les débats et je reprends la personne qui s'est exprimée de cette manière-là. Parce que ce type d'attitude empêche la discussion et le dialogue. Euh, mais si vous faites le lien avec avec la neutralité de l'animateur, peut-être pensez-vous à d'autres éléments ou d'autres situations dans lesquelles l'expression de l'animateur serait plus délicate. Mais sinon, c'est juste que un animateur ne peut pas laisser faire une agression ni personnelle ni contre un groupe. Oui, non, mais justement, pardon, l'idée, c'était de se dire, c'est dans un cadre où on n'est pas sous le coup de la loi, on n'est pas sous le coup des injures, on est dans le cadre du sous-entendu, de l'implicite, mais la violence que ça génère dans la salle, elle est réelle. C'est plutôt, ou alors tout simplement dans le cadre d'un projet de transport, de création de nouvelles stations de tram, par exemple, qui vont relier un quartier très très bourgeois ou très favorisé à des quartiers qui avaient moins d'accès direct au centre-ville. Ben, on peut entendre quand même des expressions qui sont à la limite de ce que vous appelez enfin, de ce que je partage avec vous, être la bienséance. Et moi, toute ma question est de me demander s'il y avait si aujourd'hui il y avait des textes sur où est cette limite, comment on la formule, comment on la pose et comment on établit un cadre qui soit précis sur ces sujets-là. Dès qu'on est hors du domaine de la loi ou de l'injure, bien sûr. Alors, est-ce que Christophe, tu veux intervenir? Tu avais demandé la parole, puis tu as... Oui, juste dans le Après, prolongement oui. de ce que vient de dire Gilles Laurent et pour compléter la réponse à Iris, euh, on on n'a pas traité effectivement cette question du mépris de classe ou du racisme. Par contre, on peut avoir des questions identiques, connexes. Je pense par exemple à genre et participation. On travaille sur un chantier qui s'appelle genre et participation, où la question de la place de la prise de parole d'une femme dans une réunion publique, on constate effectivement que souvent ce ne sont que des hommes qui prennent la parole. Euh, voilà, c'est un sujet qui est extrêmement important, ce que vous dites, Iris, mais on a une multitude de sujets comme ça connexes et on essaye de les prendre un par un. Par contre, euh, nous, on a des lignes rouges, c'est-à-dire que dans des réunions publiques, quand elles sont conflictuelles, on stoppe la réunion s'il y a atteinte à la personne. C'est-à-dire que on peut accepter bien évidemment des critiques sur le projet, sur le maître d'ouvrage, etc. Mais la ligne rouge pour nous, c'est l'atteinte à la personne. Et pas uniquement pour des questions de réglementation. C'est juste ce que disait Gilles Laurent, c'est une question de bienséance. On n'attaque pas ad hominem les personnes. Voilà, donc chacun essaye de trouver des lignes rouges. Euh, mais ce mépris de classe, moi, je ne l'ai pas observé dans mes pratiques. Par contre, on sait qu'il y a une segmentation sociale qui se met en place dans une scénographie de réunion publique, clairement. Louise, Ok, si tu merci voulais, beaucoup. oui, si tu voulais rajouter effectivement quelques éléments qu'on aurait dans le guide, enfin qu'on aurait travaillé dans le chantier genre et participation.
Oui, j'ai mis dans le chat, mais c'est vrai que nous, on s'est beaucoup posé cette question. Enfin, de toute façon, sur le guide de répartition, on a essayé de le penser au maximum d'une manière intersectionnelle, donc en pensant les croisements des discriminations. Et du coup, effectivement, on en a échangé à plusieurs reprises. Et peut-être juste une petite piste, mais que vous avez déjà peut-être entendu et que je mettais dans le chat. À la ville de Lyon, ils nous posaient la question, enfin, en tout cas, la question du racisme est très, très présente dans leur réunion publique. Et quand ça effectivement sortait des questions de cadre légal, donc on ne peut pas juste rappeler la loi pour recadrer la discussion, on leur a conseillé de demander à la personne de reformuler quand c'est effectivement des sous-entendus ou autres. Et visiblement, ça marchait assez bien. Et nous, du coup, sur les questions de discrimination qui pourraient toucher les animateurs et animatrices, enfin, surtout animatrices sur le chantier genre, on s'était un peu dit, mais ça a été dit beaucoup pendant le webinaire aussi, il était important que l'équipe animatrice prenne le temps de se préparer et de fixer effectivement ces lignes rouges en amont pour que chacune sache quand est-ce qu'on intervient, quand est-ce que la personne qui est discriminée ne se sent plus enfin, où est-ce qu'elle est sa ligne rouge, presque le nom de code qui permettrait de dire, bah là, à ce moment-là, j'ai besoin que quelqu'un prenne le relais parce que je veux plus le porter moi-même, quoi. Voilà, et j'essaie de vous retrouver parce que du coup la formation qui a été dispensée à la Ville de Lyon était avec un collectif qui était spécialisé sur ces questions-là. J'essaie de le retrouver en parallèle et je vous l'enverrai dans le chat. Merci Louise. Merci, c'était très clair, vos réponses à tous et à toutes. Alors, Virginie, vous voulez intervenir? Oui, bonjour. Alors Virginie Lannes de Bordeaux Métropole sur la participation citoyenne. Moi, je me demandais pour celles et ceux qui ont organisé des formations à l'intention de leur chef de projet, je me demandais si vous aviez fait ou si on pouvait envisager d'associer à ces formations ou ces tables ouvertes, ces ateliers de co-développement, des collègues qui sont plus en charge de la médiation. On a des médiateurs dans les PRU ou dans les communes ou les psychologues, psychologues du travail, je pense, parce que en vous écoutant parler des situations de conflit, je me dis que ce sont des personnes aussi qui ont des compétences et des ressources dont ils peuvent faire bénéficier les chefs de projet. Voilà, je me demandais si c'était quelque chose, des compétences que vous aviez réussi à vous associer aussi pour la rédaction du guide, voilà, ou si c'était une piste qu'on pouvait travailler à l'avenir peut-être. Qui a envie d'intervenir là-dessus? On a fait intervenir dans l'élaboration du guide des médiateurs, hein. Effectivement, il y a tout un webinaire avec des médiateurs. Vous pourrez le retrouver sur le site. Ça a été enregistré. Donc, effectivement, il y a bien euh, la méthodologie qu'utilisent les médiateurs peut être une piste parfois pour travailler sur cette question-là. Est-ce que Catherine, tu as... Ah oui. Oui, bah pour répondre à Virginie, nous, dans la formation qu'on propose, il y a trois modules. Il y en a un qui est dédié plutôt à la conception à la conception, au pilotage d'une démarche dialoguée. Donc, effectivement, là, ceux qui s'inscrivent sont plutôt chefs de projet. On a une autre module qui est plutôt sur les questions d'animation. Donc là, ça pose la question de voilà, on va travailler la question de la posture, comment faire travailler un groupe pour arriver à un avis collectif. Et c'est là où on a notre fameux zoom sur la question du conflit. Donc là, cette formation, évidemment, on n'est pas tout seul, on est accompagné par des prestataires et des personnes compétentes dans ce domaine-là. Et puis, on a un dernier module, mais qui est plutôt sur les questions de fabrique de la ville dialoguée. Tout ça pour dire que dans chacune, on essaye de trouver la bonne entrée et les personnes aussi compétentes pour accompagner. Et parmi celles qui participent sont aussi des gens qui font de la médiation, qui sont chargés de quartier, agents de développement. Voilà, c'est pas uniquement les chefs de projet qui seraient en charge
de piloter des démarches avec une expertise citoyenne. On a voilà, différents profils, des gens qui sont aussi dans les pôles de proximité. Voilà, donc c'est assez varié. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Est-ce que dans les personnes qui sont présentes, il y a des expériences avec des médiateurs, des psychologues? Non, pas particulièrement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres marques? Alors, Jacques Noël, Thomas, Thomareau, pardon. Oui, bonjour. Euh, donc, merci pour ce moment, comme on dit. J'aurais voulu intervenir juste sur un point, mais d'abord me présenter, hein. Donc, je suis un éditeur d'outils d'aide aux transformations territoriales, qu'elles soient physiques ou sociales. Et donc, en fait, j'investis beaucoup dans le domaine donc, de toutes les politiques publiques locales qui seraient des problèmes sournois. C'est-à-dire, en fait, quand on a des enjeux qui sont difficilement conciliables, peut-être contradictoires, on arrive à ce qu'on appelle des problèmes sournois. C'est particulièrement vrai donc dans toutes les opérations d'urbanisme, de façon générale, quand il s'agit donc de concilier enjeux environnementaux, enjeux sociaux, etc., économiques, etc. Donc, en fait, moi, je privilégie une démarche qui est et je le mets en pratique, c'est d'inviter les parties prenantes, une fois qu'on a, je laisse à l'autorité légitime le pouvoir donc d'initier un projet, hein, c'est lui qui va introduire un sujet de politique générale, mais à partir de là, c'est prendre en main, je dirais, la définition de la politique générale, la politique publique qui est initiée, c'est voir un peu les interdépendances, c'est faire l'inventaire des parties prenantes, justement, autour de ce projet, de manière à ce qu'on puisse les intégrer très tôt dans l'élaboration, je dirais, la conception du projet. Et là, donc, c'est là peut-être où je me distingue un petit peu, c'est-à-dire que je ne fais pas simplement de la concertation réglementaire, hein, mais j'essaye donc de faire en sorte que la diversité de points de vue soit une opportunité, qu'on surmonte les conflits inévitables hein, sur ces genres de questions, et qu'on aille plutôt aller chercher l'écoute, la prise en compte en fait de tous les points de vue, de manière à ce que on puisse faire un projet qui soit équilibré ou en tout cas donc qui prenne en compte la diversité des points de vue. Ça fait que au final, on n'arrive peut-être pas à une solution optimale, hein, la plus efficace ou la plus efficiente, mais au moins on a pris en compte les situations des uns et des autres. Ça, c'est une manière de faire aujourd'hui qui, bon, c'est pas nouveau, hein, je crois que j'ai été inspiré par des expériences peut-être qui ont été menées depuis quelques années maintenant sur un tel sujet. Mais j'aimerais donner à la communauté donc ici présente ces clés, ces quelques clés qui peuvent compléter un peu le processus à mettre en œuvre dans les projets de territoire. Voilà, c'était la réflexion que je voulais. Donc, la question que je posais, c'est si on changeait de logique et si on mettait, dans un certain nombre de cas, les cas les plus appropriés, si on mettait les parties prenantes en amont du projet, à la conception, l'initiation du projet, en fait. Voilà, merci à vous. Merci. Euh, c'est peut-être ce qu'on appelle un peu la cartographie des parties prenantes, effectivement, qui est un des éléments importants. Est-ce qu'il y a d'autres envies de partager? Alors, c'est vrai que je repose un peu la question qui était un peu orientée. C'est est-ce que vous avez dans vos structures envie de continuer à travailler de cette façon-là? On voit qu'il y a des formations, mais ça peut aussi prendre d'autres formes. Est-ce que vous avez déjà commencé à mettre en place des choses? Est-ce que vous aimeriez monter
un groupe interstructure pour mettre un peu vos sujets sur la table, comme on commence un tout petit peu à le faire, là on le voit bien, hein, mais continuer à travailler cette question-là, est-ce que ça c'est quelque chose que vous voulez faire ou pas? Si vous voulez pas le faire pour nous, il n'y a pas de problème. Marie. Bonjour, Marie Hérault de Liffré. Donc, nous, on a profité de votre webinaire pour, là, je l'avais dit au Café des Actus, pour contacter Monsieur Subra. On a fait venir pour un échange entre notre équipe et l'équipe de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Alors, nous, on est un peu sur le territoire des bassines hein, dont vous parliez, des réserves, donc on est sur ces territoires un peu tendus. Et je dois dire que ça nous a, les deux équipes, beaucoup apporté dans le côté point de vue IFRE, de par ce qu'on travaille, et les chargés de mission d'agence. Et c'est vrai qu'un des points, alors, c'est sûr que ça restera un sujet qu'il va falloir qu'on travaille, qu'on continue à travailler, euh, parce que voilà, le constat, il y a de la tension autour de ça et on a identifié plusieurs sujets qu'on aimerait travailler avec eux et qu'on aimerait creuser, dont une, c'est un peu la disparition, moi, que je garde en tout cas, moi personnellement, la disparition d'une sorte de point commun sur la notion d'intérêt général. Il n'y a plus d'intérêt général de défini, enfin, plus personne n'est d'accord sur ce qui relève de l'intérêt général. Et nous, on se retrouve à souvent des débats autour de qui est capable d'incarner une forme d'intérêt général et comment il se construit ou pas. Voilà. Donc, en tout cas, nous, le faire venir nous a quand même pas mal éclairé sur comment on comprenait là où on en arrivait dans nos territoires et sur ces situations de travail. Donc, à l'IFRE, c'est un sujet qu'on va continuer à travailler. Euh, avec. Bon, ça fait aussi partie du cœur de notre sujet, mais c'est vrai que la notion de la question de plutôt ce qu'on appellerait médiation environnementale ou de situations de plus en plus tendues, ou en tout cas qui vont chercher des compétences du médiateur, oui, sont là sur nos territoires. Merci. Du coup, on est intéressé pour continuer à alimenter effectivement le chantier, hein. Si vous avez des documents, des productions, on pourra continuer à alimenter l'espace chantier parce que c'est un dossier, mais c'est aussi plein d'autres ressources qu'on peut mettre à disposition. Donc, si vous avez des choses, on est tout à fait intéressé pour poursuivre. Merci beaucoup. Qui d'autre voulait intervenir? Christophe, tu voulais intervenir? Non, juste en complément de ce qui a été dit précédemment là sur l'intérêt général impossible à trouver, je pense qu'il faut accepter que l'intérêt général soit pluriel. Euh, Tout comme il faut accepter que au bout d'un temps de concertation, il n'y ait pas forcément de consensus, loin de là. Mais on fait apparaître les dissensus. Sur l'intérêt général, général d'un groupe de riverains, c'est la défense de son patrimoine. Pour une association environnementale, l'intérêt général, c'est la défense de la biodiversité. Pour la défense pour un élu, sa vision de l'intérêt général sera aussi différente de celle de l'État. Donc, il faut accepter cette pluralité d'intérêt général, je pense. Voilà, c'est une piste. Merci Christophe. Alors du coup, ça fait peut-être débat. Zacharia et ensuite Alban. Oui, bonjour à tous. Zakaria Katraoui, chargé de concertation pour WPD Onshore France. On est développeur éolien en France, donc nécessairement, ça ne va pas sans susciter des oppositions. Je voulais peut-être prendre la parole sur un élément, nous, qui nous concerne un petit peu au quotidien, c'est la pédagogie et l'acculturation sur la transition écologique. On essaye beaucoup justement de parler transition écologique, transition énergétique dans le cadre de nos métiers et au final, nos équipes opérationnelles se rendent compte que ça dégage un sentiment de mépris de classe en direction des différentes populations, bien évidemment, notamment rurales, et d'infantilisation de leur part. Et ils ont grosso modo l'impression d'être pris pour des gosses, alors même que ce sont les territoires qui sont le plus en danger par rapport à notre urgence climatique. Donc, ce que je trouve intéressant dans le guide, c'est que ça permet de poser les bonnes bases du débat pour ensuite pouvoir développer des outils opérationnels avec les équipes, mais de d'abord leur faire comprendre les bases effectivement d'un conflit. Et peut-être une dernière chose pour moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que vous exprimez bien dans le guide que le conflit, c'est également
un temps de socialisation des participants et que je trouve que ça joue aussi un rôle bénéfique dans le cadre des concertations, que ça peut permettre en tout cas de l'auto-formation de la part des participants, de nouvelles connexions entre eux et tout ça, ça apporte plus de transparence et plus de sincérité. Même si nous, in fine, praticiens de la concertation, on doit parfois serrer les dents et avoir un peu le dos rond. Merci pour ce témoignage tout à fait intéressant. Alban? Oui, bonjour à tous. Excusez-moi, j'ai assez peu de réseau, d'où ma caméra la plupart du temps fermée. Mais merci pour ces temps d'échange. Moi, je vous ai découvert il y a 2 jours, donc j'ai pas pu prendre connaissance du guide encore, mais je vais le faire. Et en fait, c'était l'occasion aussi de présenter. Donc, nous, on est une association CAP qui travaille pour le pouvoir d'agir et puis le renouveau démocratique et plus globalement euh, intermédiation territoriale. Allez, on va dire tout ça. Donc forcément, ça nous parle. Et puis, on fait partie d'un petit groupe qui s'est mis en place, et c'est pour ça que je voulais le mettre en résonance avec ce que vous faites, qu'on appelle pour le moment un Living Lab, qui est l'esprit des sciences, et qui travaille un peu plus spécifiquement la question de la connaissance dans ce triangle entre les élus, alors nous c'est plutôt le prisme des élus locaux, et la relation entre les élus locaux, les citoyens et la science. Et donc, en fait, on se pose vraiment la question de quelle place on fait à l'apport de connaissances par des chercheurs, mais pas que. Les citoyens peuvent aussi être des, euh, oui, des experts d'usage, on va dire, des territoires et de ce qu'ils vivent dans les décisions locales. Et c'est une initiative qui a été mise en place par la Fondation Charpak, et parce que Yves Charpak, qui est du monde scientifique, qui a toujours travaillé dans l'univers des sciences, de la santé en l'occurrence, en France, à l'international, s'est retrouvé conseil municipal de la petite ville dans laquelle il habite, et qu'il a été sidéré de l'absence de prise en compte la plupart du temps, hein, ça ne veut pas dire que c'est vrai partout, hein, c'est euh, de, de, de l'expertise, quelle qu'elle soit, dans la prise de décision locale. Voilà, on est un petit groupe un peu éclectique qui rassemble justement quelques élus locaux de villes et de territoires ruraux, quelques chercheurs et puis des acteurs de la facilitation, de la médiation, à se poser ces questions-là. Et je trouve que c'est très, très en résonance avec ce que vous faites là. Donc, voilà. Mais cette question de la connaissance, je ne sais pas, ou de l'expertise, de l'appel à expertise, quelle qu'elle soit, est-ce que vous avez pu la traiter également? Merci beaucoup. Alors, je pense qu'elle n'est pas directement traitée. Je laisserai la parole à Gilles Laurent qui a vraiment fait partie du cœur du système dans l'élaboration du guide. Elle n'est pas directement traitée dans le guide, mais je vous invite encore une fois, alors c'est pas pour faire de la pub, mais on publie la revue Démocratie. Le dernier dossier démocratie était vraiment sur justement la question de l'information, de la fabrication de l'information et de la connaissance et de l'accès à la connaissance, du partage de la connaissance, de partir de la connaissance des uns et des autres, de la co-construction d'une connaissance partagée, etc. Voilà, toutes ces questions-là sont posées. On sait qu'aujourd'hui, l'expertise peut être remise en cause parce que c'est un gros mot, parce que ça fait partie du pouvoir, parce que ça fait partie de gens effectivement qui peuvent représenter une forme de pouvoir. Voilà, c'est un sujet aussi très très important. On n'en a pas fait du tout le tour et je veux bien continuer à prendre contact avec vous pour travailler là-dessus. Je pense que c'est tout à fait intéressant. Merci de votre intervention. Avec plaisir, merci. Gilles Laurent, tu voulais... Bon, peut-être un mot là-dessus, notamment pour faire le lien entre les deux dernières interventions, celle de Zacharia et celle d'Alban, parce que par des entrées différentes, ils parlaient tous les deux de la même chose.
Quand Zakaria constate que ses équipes ont le sentiment d'être confrontées à un ressenti de mépris de classe quand ils expliquent ce que c'est que le changement climatique Oui, à des gens qui parfois connaissent parfaitement bien le fonctionnement de la nature autour de chez eux. Bah, un des problèmes les plus difficiles qu'on ait à organiser en matière de concertation, c'est de faire en sorte que des connaissances de nature et de légitimité différentes puissent se retrouver sur le même champ de dialogue. Et comment faire dialoguer de l'expertise avec de la non-expertise, mais de la connaissance pour autant. Ça, c'est vraiment quelque chose de très difficile et qui peut effectivement être source de conflit parce que c'est source de ressentiment et de difficultés. La concertation, c'est aussi travailler à partir des émotions des gens et les faire monter en généralité pour y introduire un petit peu de rationnel et arriver euh, à trouver des terrains d'entente ou au moins une bonne idée, une bonne identification de ce qui fait consensus et de ce qui fait dissensus. Déjà, quand on a fait ça, on se met à l'abri de pas mal, au moins de faux conflits. Euh, et c'est sûr que tout ça repose sur la qualité de l'information qu'on injecte dans le dispositif, de la sincérité aussi, et de cette, enfin, dans qualité, je mets sincérité au sens de, non seulement évidemment, il n'y a pas de fake news, mais en plus, l'information est complète, compréhensible, facile d'accès, euh, transparente pour autant que ce mot veuille encore dire quelque chose de ce point de vue-là. Ça, c'est quelque chose de très difficile, mais c'est des éléments qui sont très largement en lien avec les problématiques de conflit qu'on a traitées là. Évidemment, le document qu'on vous présente aujourd'hui, il n'a pas traité toutes les dimensions du problème, sinon il aurait fallu en écrire beaucoup plus long et y passer beaucoup plus de temps et on aurait fini par ne jamais sortir ce document. Donc l'important, c'était qu'il sorte. Mais si effectivement on peut continuer de creuser la question, s'il y a des gens que ça intéresse pour continuer de creuser la question, je pense qu'il ne faut pas qu'on s'en prive parce que plus on échange ensemble sur ces questions-là, plus on peut progresser. Et en ce moment, on a besoin de ce type de progression. merci. Je me disais qu'effectivement, on fait, comme ça l'a été indiqué, des cartographies des acteurs, des parties prenantes en présence. La cartographie de la connaissance est assez peu travaillée, souvent, Mm. à partir de la connaissance des uns et des autres, et aussi des représentations des uns et des autres. Et quand on dit des uns et des autres, c'est aussi des élus, aussi des experts, aussi des... Voilà, et que ça, c'est certainement des choses sur lesquelles on doit avancer. Et puis, il y a aussi la question du respect et de la mise en œuvre concrète et complète, qui est sacrément difficile, du droit à l'information. Parce que quand même, assez souvent, la formation est parcellaire, elle est uniforme, enfin je sais pas, elle vient d'un seul canal. Hein, quand c'est le maître d'ouvrage qui effectivement produit l'information, c'est quelle, euh, quelle typologie d'information, quelle source d'information, voilà, quelle diversification de ressources d'information les uns et les autres peuvent avoir et les uns et les autres peuvent être producteurs de sources d'information. Enfin, les citoyens sont aussi, vont eux-mêmes piocher leurs propres informations et aller repérer comment ils s'informent. C'est aussi un des éléments souvent importants sur lesquels on- on a peu travaillé, je trouve, enfin, sur les espaces de concertation. Mais la CNDP est bien positionnée aussi là-dessus, sur faire l'état de l'information, faire enfin, toutes les questions aussi de contre-expertise citoyenne. Hein, il y a toutes ces questions-là parfois derrière, ou de faire émerger des besoins d'informations complémentaires parce que finalement, on a un certain nombre d'informations, mais pas tout, pour pouvoir se faire son point de vue. Euh, voilà, je ne sais pas s'il y a des gens de la CNDP qui ont envie d'intervenir là-dessus avec des expériences de comment vous faites là-dessus. Mais si vous n'avez pas envie, il n'y a pas de problème non plus. En tout cas, dans le prochain numéro de Démocratie, vous l'aviez dit tout à l'heure,
c'est le sujet de l'information, en fait. Donc, il y aura une interview de Daria Casio sur le sujet. Alors, Et c'est déjà fait, il est déjà sorti le numéro avec Hilaria, hein. Vous oui, pouvez déjà le trouver. voilà, donc c'est bien, tant mieux. Et non, sinon, vous avez déjà dit beaucoup de choses. En fait, après, c'est aussi comme une institution indépendante. C'est peut-être un peu plus facile ce rôle aussi de publier des sources d'informations contradictoires, même de pouvoir engager des expertises indépendantes que nous, on peut, pour lesquelles on a un budget. Donc, effectivement, vous avez déjà un peu dit tout ce qu'on peut faire côté CNDP pour une pluralité d'informations, peut-être. Ouais. Merci beaucoup. Donc, vous avez le site de la CNDP, vous pouvez aller voir ce qu'elle fait. Il y a effectivement donc le site de démocratie, le site de l'ICPC, et puis est-ce qu'on s'achemine tout doucement vers la fin de notre temps? Est-ce qu'il y a des envies d'intervention et des envies de continuer? Vous pouvez nous envoyer hein, sur contact@concerté.org. Peut-être que Louise, tu peux mettre le mail sur le chat si après coup vous avez envie qu'on ouvre un espace de dialogue, de co-développement. Voilà. Merci beaucoup, Louise. C'est possible aussi. Et puis, comme je vous le disais, en fait, l'ICPC a un espace de ressources. Donc, si vous-même, soit vous produisez des ressources, du coup, qui sont en open source, puisque l'idée, c'est de les mettre en ouverture pour tout le monde, ou si vous repérez des choses qui peuvent être intéressantes, on peut continuer, du coup, à alimenter pour avoir comme ça un endroit où on se plonge dessus, si vous avez envie d'accompagner vos collègues en interne ou accompagner des collectivités ou des associations, etc., qui travaillent là-dessus. Je pense que les uns et les autres sont en train de nous quitter. Est-ce que, avant de nous quitter, il n'y a pas eu une question que vous aviez vraiment au fond de vous et que vous vouliez vraiment poser, même éventuellement qui pourrait être sur autre chose? C'est l'occasion, vous avez des gens voilà, plein de chance. Déjà, je vous remercie hein, de toutes et tous d'avoir participé. Et puis, on espère que ce document, ce guide, ce chantier, ce, cette, ce travail sur la question du conflit vous servira. Alors, il y a des ressources qui sont mises dans le chat. Voilà, l'ouvrage de Nicolas Méoté, mais je pense qu'on a dû le mettre dans la bibliographie, hein, me semble-t-il. Il est dans la bibliographie du guide. Voilà. Est-ce que, Ok. Ben, merci. Gilles Laurent, c'est bon pour toi? Christophe aussi? Tu voulais rajouter faire une petite conclusion? Est-ce que quelqu'un a envie de faire une conclusion entre Gilles Laurent, Christophe et Catherine? On a déjà beaucoup parlé, nous, tu Bon. sais. Non, mais en tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire et n'hésitez pas, comme le disait Sylvie, à nous faire savoir vos envies, vos volontés de poursuivre la réflexion. Éventuellement, on peut organiser aussi sur une base plus territoriale des réflexions autour de ce document ou autour de vos pratiques. Enfin voilà, n'hésitez pas. Si vous trouvez que c'est important et que vous souhaitez avancer là-dessus, l'ICPC en tant que centre de ressources et groupement de praticiens est là pour accompagner ce genre d'initiative. Donc Marie, on en reparlera effectivement. Tu nous diras si tu, tu veux qu'on travaille avec toi, bien sûr. Voilà. Ok. Eh bien, merci beaucoup. On va s'arrêter là. Ça va nous permettre d'aller grignoter quelque chose pour celles et ceux qui n'auraient pas eu le temps avant. Et puis de continuer notre travail on espère, des choses un peu apaisées, mais aussi